Manuel Bompard. Ce soir-là, il débarque sur un plateau qui d'habitude ne lui fait pas de cadeau. BFM TV. Et pourtant, 17 minutes où Bompard répond à tout. Les carburants, l'immigration, une affaire judiciaire vieille de 8 ans, des ingérences étrangères, des sondages, tout. Avec des données, des dates, de la clarté. Et le journaliste se retrouve à court. Plusieurs fois. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Likez la vidéo, commentez, partagez. Ça m'aide beaucoup à toucher plus de monde. On y va. Premier moment, le contexte. La canicule vient d'être évoquée. Et là, le journaliste sort la question qu'on entend partout. Quelle est la mesure que vous prendriez tout de suite qui n'a pas encore été prise? Ah, il y en a beaucoup, mais par La exemple, mesure. Non, mais par exemple, il y a quelque chose de très simple et qui devrait normalement réunir tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, on a un rythme de rénovation thermique des logements qui est pas du tout à la hauteur de la situation. On estime qu'il faudrait rénover autour de 600 000 logements par an. On rénove 100, 200 000 logements par an chaque année, depuis des années et des années. C'est une mesure à laquelle tout le monde aurait un intérêt. Mais ça coûte très cher. Ben oui, mais à un moment, il faut faire des priorités budgétaires. Vous réduisez les bouilloires thermiques, c'est-à-dire ces logements dans lesquels les gens vivent alors qu'ils sont mal isolés. Évidemment, ça a un intérêt climatique et écologique, et ça a un intérêt économique puisque c'est des entreprises et le secteur du bâtiment que vous relancez, à qui vous donnez une activité pendant des années et des années. Donc la priorité des Insoumis sur le climat, ce serait la rénovation thermique. Vous me demandez une mesure. S'il en fallait une. Ouais. J'en ai marre de ce journalisme de « si vous aviez une mesure ». Bah oui, on va résoudre le dérèglement climatique avec une seule loi qu'on va passer entre la poire et le fromage. Et là, la semaine d'après, c'est bon, le problème est résolu. On parle de projet politique. Ce n'est pas résumable à une seule mesure magique par sujet qui va tout résoudre. C'est une globalité, un ensemble de mesures qui, réunies, font un projet. On n'entend plus que ça maintenant. En une phrase, très rapidement, en un mot. Arrêtez ça, c'est de l'abrutissement du débat. Autre moment, le journaliste tente un paradoxe. La mesure carburant comme contradiction avec la lutte contre la dépendance au pétrole. Et Bompard distingue ce que peu de gens font sur ce plateau. Est-ce que bloquer les prix des carburants, c'est lutter contre la dépendance, puisque je rappelle que c'est la mesure que vous préconisez? Je comprends sincèrement votre question, mais vous devez distinguer... Il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Non, enfin, je crois pas. Je crois qu'il faut que vous distinguiez dans les réponses politiques. Les réponses politiques qui sont de l'ordre du court terme, c'est-à-dire des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'alternative et qui sont obligés d'utiliser leur voiture qui fonctionne avec du carburant et donc issue du pétrole. Vous pouvez pas du jour au lendemain leur dire, bah, désolé, vos voitures, elles vont plus pouvoir rouler. Et ensuite avoir une politique à moyen et à long terme qui, effectivement, électrifie, qui sort de la dépendance aux énergies carbonées. Il faut faire les deux choses. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est que vous avez un gouvernement qui attend qu'on soit dans une crise terrible d'augmentation des prix du carburant pour commencer à se poser la question de l'électrification. Il fallait peut-être y penser avant, précisément, Le gouvernement pour pas se retrouver dans cette situation. Il se passe même pas 3 minutes que j'ai envie de gifler le présentateur qui pose la carte changement climatique et des prix carburants seulement quand ça l'arrange ou quand ça arrange le camp qu'il défend bec et ongle. Moment suivant, l'argument classique. Dès que LFI propose un blocage des prix, les journalistes sortent le spectre de la pénurie. Et là, Bompard a une réponse. Et ce qui se passe ensuite, on ne l'attendait pas. Le gouvernement, et pas que lui, d'ailleurs certains économistes aussi, vous disent le blocage des prix, c'est la pénurie. Donc on aura des prix bloqués moins chers, mais il n'y aura plus de carburant à la pompe. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Que le blocage des prix, ça existe dans les départements et territoires d'outre-mer aujourd'hui. On a un blocage des prix et un blocage des marges. Mais ce n'est pas un blocage des prix en outre-mer. Il y a les deux. Il y a un plafonnement des prix qui est revu tous les mois par le préfet. J'ai regardé les chiffres avant de vous recevoir parce que c'est vrai que depuis des semaines, vous citez notamment le cas de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Rapidement tous les mois, le préfet là-bas rehausse. Vous savez ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique le mois dernier? 31 centimes de plus pour le gazole et 17 centimes pour le super. Là où je vous donne le point, là où c'est vrai, c'est qu'il reste moins cher qu'en métropole. Mais attendez, ça augmente quand même, mais ça augmente le mois d'après. Je vous remercie d'avoir fait ce travail parce que aucun de vos collègues quasiment l'avait fait. C'est à force de vous entendre dire ça. Je vous remercie de l'avoir fait. La data qui fait baisser le front des propagandistes. Une machine, ce gars. Et un homme de conviction. Hein? Parce qu'il faut s'arrêter sur ce moment précis. À 3 minutes 40 à peu près, le journaliste a préparé ses chiffres. Il a vérifié en outre-mer. Et Bompard lui dit... Je vous remercie d'avoir fait ce travail parce que aucun de vos collègues quasiment l'avait fait. C'est à force de vous entendre dire ça. Je vous remercie de l'avoir fait.
j'ai trouvé la bonne formule pour décrire ce moment. Hein? Voici le journaliste. J'ai regardé les chiffres sur le blocage des prix avant de venir. Parce qu'en fait, ça fait 3 semaines que je vous pose la même question et que vous y répondez. Du coup, cette fois, j'ai essayé de trouver un contre-argument totalement neutre et apolitique. Autre moment. Et là, on arrive au cœur de l'argument. Pas une opinion, un chiffre. Mais ce sera peut-être la même chose à la baisse. Donc au final, Non, dans la poche des automobilistes de La Réunion ou de écoutez, Guadeloupe. je pense qu'aujourd'hui, les automobilistes de La Réunion ou de Guadeloupe, ils seront contents de voir que les prix du carburant sont plus faibles que ce qu'ils sont aujourd'hui dans l'Hexagone. Ensuite, est-ce que cette mesure-là, elle est parfaitement appliquée? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Je pense qu'on peut faire bien mieux. C'est-à-dire que même ces mesures de contrôle et de fixation du prix, elles pourraient permettre de s'en prendre davantage aux marges. Parce que pourquoi on veut fixer le prix? C'est parce que aujourd'hui, il faut que tout le monde qui nous écoute le comprenne. Ça coûte pas plus cher de produire 1 litre de carburant aujourd'hui qu'avant le déclenchement de la guerre. Ça coûte pas plus cher, vous êtes d'accord? Si aujourd'hui les prix sont plus importants... Ça dépend si on le produit ou si on l'achète sur les marchés. Non mais à la production... Sur les marchés, il coûte plus cher. À la production, ça ne coûte pas plus cher. Il n'y a pas eu quelque chose qui fait que c'est... Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes de spéculation au milieu. Bon, donc la question d'une mesure de contrôle des prix, c'est face à des mécanismes spéculatifs, arrêtez cette situation dans laquelle vous avez l'immense majorité des Français qui tirent la longue, qui se serrent la ceinture, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui réduit y compris ses déplacements, et de l'autre côté, des grandes entreprises qui font, entendez bien, chaque jour, en France, les pétroliers, 12 millions d'euros de super profit, chaque jour. Pendant que de l'autre côté, vous avez des gens qui ne vont plus se déplacer, qui ont des difficultés pour aller travailler. Bon, cette situation, elle est inacceptable. Donc la seule mesure pour répondre à ça, c'est le blocage des prix. Et c'est la seule mesure qui coûte 0 € à l'État. Ça coûte 0 € à l'État, ça met à contribution les marges des profiteurs de crise. On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts sans s'attaquer au profit des grandes entreprises pétrolières, ni investir sérieusement dans la transition écologique sans ça. Moment suivant. Et là, on change de sujet. L'immigration. Le journaliste pose la question Darmanin. Et Bompard commence par un truc que personne n'avait noté en direct. Darmanin a reculé sur sa propre proposition. Puis, il développe sur le fond ce que ça veut dire concrètement de demander à quelqu'un de venir travailler en France sans sa famille. Est-ce qu'il faut un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale en France, comme le propose Gérald Darmanin? D'abord, je vais vous faire remarquer que M. Darmanin lui-même a reculé sur sa propre proposition. C'est-à-dire que dimanche dernier, il nous disait qu'il faut qu'il y ait un moratoire, c'est-à-dire tous les gens qui avaient entendu cette proposition, plus aucune immigration en France, et je l'ai écouté, je l'ai entendu ce matin à la radio, dire non, mais le moratoire, c'est pas vraiment pour qu'il y ait plus... C'est sur le regroupement familial pour les familles de ceux qui sont venus travailler en France. C'était déjà dans l'interview dimanche dernier, mais c'est vrai qu'il l'a écrit, mais c'était écrit dimanche. Ce soi-disant journaliste a l'art de couper la parole à ses invités. Mais bravo quand même à Manuel, hein? Chapeau. Et sur le fond, sur le regroupement familial, sur cette idée de faire venir des gens travailler sans leur famille. Vraiment, donner des papiers à tous ceux qui sont sur le sol français. Hein? Ça doit être automatique. Ce sont eux qui font tourner la France. Il faut les remercier. Moment numéro 6. Le journaliste sort la carte de Ruffin. Il cite sa proposition sur l'immigration de travail. Et il attend que Bompard l'attaque. Bien entendu, Bompard ne tombe pas dans le piège. Il défend sans attaquer. François Ruffin, qui est de votre camp, peut-être même de votre famille politique, dit « Je ne veux plus d'immigration de travail ». Je ne veux plus d'immigration de travail parce que quand on fait venir un médecin à l'hôpital, on pille son pays d'origine et en plus, on fait baisser les salaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Non, mais François Ruffin ne dit pas que ça. Et ce qui a déclenché la polémique, c'est ce qu'il a dit autour de cette proposition. François Ruffin a dit, en gros, on va pas faire comme les services, je cite sa citation, la même chose que ce qu'on a fait pour l'industrie, qui revenait en quelque sorte à expliquer que toutes les personnes qui vivent en France aujourd'hui ou qui ont eu des enfants qui sont français et qui sont issus d'une histoire de l'immigration liée notamment à l'industrie, de tous ces gens qui sont venus pour travailler dans les mines, dans les usines, de la sidérurgie, etc. En gros, c'était un problème de les avoir sur le territoire français. C'est ça qui était inacceptable dans les propos de François Ruffin et qui a produit, je crois, une polémique. Sur le fond, sur l'immigration de travail. Mais moi, pour le reste, sur le fond, je vais vous dire, notre position, elle est très claire. Il y a des gens qui partent, et qui partent parce qu'ils sont conduits à partir de leur pays d'origine. Et la première chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est de savoir comment on fait en sorte qu'ils aient pas besoin de partir. Parce qu'en fait, c'est jamais un bonheur de partir de son pays. Il a la grande classe, hein. Jamais les insoumis tapent sur Ruffin, alors que lui est allé sur tous les plateaux, cracher sur LFI et Mélenchon. Jamais, mais jamais après la trahison dégoulinante de Ruffin, un seul insoumis a craché sur lui. Franchement, quelle élégance. Tenez bon, Mélenchon et LFI. Le moment suivant, le journaliste insiste.
Et Bompard retourne la question une dernière fois et finit sur quelque chose de très très fort. On ne peut pas dire ça et être de gauche. On ne peut pas être contre l'immigration de travail. Je vous donne et être ma de gauche. position. Non, mais j'essaye de mais voir jusqu'où pour vous. Je vais pas rentrer dans une Jusqu'où polémique. pour vous ça discrédite François Ruffin. Mais c'est les électrices et les électeurs qui le décideront. Moi, ma position, c'est essayer de faire en sorte que les gens, quand ils le peuvent, n'aient pas besoin de partir parce que c'est jamais un bonheur, l'exil. Et par contre, les gens qui sont sur le territoire national, eh ben, il faut leur donner des papiers. Parce que tout le monde comprenne, il y a des gens aujourd'hui qui arrivent ici et qui se retrouvent confrontés à des difficultés administratives qui, en vérité, posent des problèmes. Les gens sont obligés, pour travailler, ils sont obligés de contourner, alors que qu'on leur donne un titre de séjour, qu'on les régularise. Et en plus, vous le savez, y compris d'un point de vue économique, ça va aider nos caisses, nos comptes sociaux à être à l'équilibre. Ça rapporte de l'argent, les personnes qui travaillent aujourd'hui et qui sont des immigrés. Donc il faut arrêter de les pointer du doigt. Il faut peut-être commencer par les remercier. Bien souvent, ils occupent des emplois qui sont essentiels à la vie de la nation. C'est exactement ça. Ils nous représentent bien, vraiment. Nous qui n'avons pas la possibilité d'avoir une voix qui porte autant au niveau national. On est au milieu de la vidéo. Si vous regardez encore, c'est que ce que vous voyez vous parle. Alors, faites quelque chose. Un like, un commentaire, un partage. Ça ne prend pas plus de 10 secondes et ça change tout pour la chaîne. On continue. Moment suivant, le journaliste tente une petite provoque, enveloppée dans une question en apparence anodine. Et ce qui suit est un double moment. La réponse sur le titre et cette petite phrase sur la préparation de campagne que beaucoup ont raté. Est-ce qu'il faut vous appeler Monsieur le Premier ministre ? Non, je suis Monsieur le ministre, coordinateur de la France Insoumise et je suis en campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. J'en suis très heureux. Vous avez sans doute lu les papiers partout dans la presse ces derniers jours, ces dernières semaines qui disent Jean-Luc Mélenchon est tellement sûr de lui cette fois-ci que chez les Insoumis, on commence même à essayer de voir qui sera à Matignon, qui sera ministre. C'est le cas ou pas ? Non, mais on n'est pas sûr de nous. On prépare une campagne présidentielle. Et peut-être contrairement à d'autres, on la prépare sérieusement. Et quand on prépare... Donc, Jean-Luc Mélenchon a la liste déjà aujourd'hui. Non. Vous l'avez, vous ? Non, personne n'a de liste. Il n'y a pas de liste composée. Il y a une réflexion. Et il y a... Ce serait pas honteux. Hein. Mais Marine Le Pen a dit si j'arrive à l'Élysée, Jordan Bardella est à Matignon. Il n'y aurait rien de honteux, Monsieur Fauvel, mais ça ne correspond pas à la réalité. Par contre, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans cette campagne de l'élection présidentielle, est entouré d'une équipe unie, soudée, avec des personnes de grande qualité, de grands talents, et qu'on a parmi les militantes et les militants, les élus de la France Insoumise et celles et ceux qui voudront nous rejoindre, de quoi composer plusieurs gouvernements de grande qualité. Ça, c'est certain. Maintenant, la composition du gouvernement, c'est après la victoire aux élections présidentielles. D'accord ? Théodora. Donc, il faut prendre les choses étape par étape. Mais respect, vraiment, pour le sang-froid, pour la clarté. Autre moment, le journaliste sort une info du Parisien. Théodora, Squeezie, Yannick Noah, entre autres, un soi-disant comité people que LFI aurait tenté de monter. Bompard démonte ça sans hésiter. Hein. Le Parisien nous dit ce matin que vous cherchez à les... Je suis obligé de vous dire les recruter dans une sorte de comité de soutien people, c'est le cas ? Non, je suis obligé de vous dire que je ne sais pas d'où sortent ces informations. Vous les connaissez ? Les personnalités dont vous avez cité le nom, oui. Mais vous aimeriez le soutien de Théodora, mais je suis obligé de vous dire que contrairement à ce que dit le Parisien, je suis désolé pour eux, les informations qui font état de prise de contact de notre part auprès de ces personnalités sont absolument fausses. Donc j'en suis désolé pour eux, mais donc, là si on les appelle, si demain certains journalistes les appellent, ils confirmeront qu'il n'y a pas eu de contact avec les Insoumis. Je ne veux pas les mettre en difficulté, mais j'imagine qu'ils le confirmeront, puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas eu de contact avec eux. Maintenant, que les choses soient claires, et ça concerne ces personnalités comme d'autres, moi je considère que la campagne présidentielle qui vient va sans doute être une des plus importantes depuis plusieurs décennies, et je trouve ça très bien si des personnalités engagées, des artistes, des personnes du monde de la culture, du monde des arts, du sport, des intellectuels décident de s'engager dans l'élection présidentielle. Et si certains veulent participer de la dynamique de notre campagne présidentielle, ils sont évidemment les bienvenus. Moi, je crois que cette campagne, elle a bien démarré pour la France Insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon. Vous le savez, on a lancé notre candidature il y a un mois. On a déjà près de 300 000 soutiens sur le site mélenchon2027.fr. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent et qui veulent nous appuyer à aller soutenir. Et puis, on a un grand rendez-vous à venir le 7 juin prochain, un meeting qui aura lieu à Saint-Denis. Et là aussi, j'invite les gens qui nous écoutent à venir y participer. 284 000 parrainages citoyens pour Jean-Luc Mélenchon à l'heure qu'il est. Vraiment, continuez. Hein? Bravo. Moment suivant, 8 ans. Ça a duré 8 ans. 8 ans pendant lesquels Mélenchon a été traîné dans la boue, pendant lesquels on a agité cette affaire à chaque élection, à chaque moment important. Et ce soir-là, Bompard annonce quelque chose que les médias
n'ont presque pas repris. L'affaire des assistants parlementaires de la France Insoumise, c'est celle qui a valu des ennuis judiciaires également au MoDem ces dernières années et au Rassemblement National. On apprend aujourd'hui que les juges ont clôturé l'instruction sans mise en examen. C'est ce qu'on apprend de la France Insoumise. Non, en fait, le communiqué date d'il y a 3 quarts d'heure. Il y en a peut-être eu un plus récent. Ça veut dire que vous vous attendez, dans cette affaire qui a fait trembler d'autres partis politiques, à un non-lieu maintenant? Alors, Monsieur Fauvel, pour préciser les choses, pardonnez-moi, on nous a informé qu'il y avait une publication d'un article dans le Canard enchaîné de demain qui faisait cette annonce. Et donc, on nous a demandé notre réaction et on a confirmé cette information. Et effectivement, il y a une clôture de l'instruction sans aucune mise en examen. Aucune mise en examen, alors qu'il y a eu plusieurs juges d'instruction. C'est une affaire qui a duré pendant 8 ans. Qui avait valu à Jean-Luc Mélenchon d'être entendu. Bien sali, que la probité de Jean-Luc Mélenchon a été mise en cause dans cette affaire. Et aujourd'hui, les juges d'instruction qui se sont succédés par cette clôture d'instruction confirment que, en gros, on avait raison de dire qu'il n'y avait en aucun cas des éléments permettant de nous attaquer sur cette affaire. Force à tous les insoumis qui se sont sentis salis par cette mise en cause judiciaire et qui respirent aujourd'hui d'être enfin blanchis de cette infamie. Autre moment, le deuxième dossier. Et là, je veux qu'on s'y arrête vraiment, parce que ce que Bompard décrit, c'est documenté. Des affiches dans Marseille avec une fausse personne qui n'existe pas, accusant Sébastien Delogu de viol. Un site qui n'existe pas. Une officine proche des services israéliens qui est derrière et un rapport d'État qui a été étouffé. Voilà de quoi on parle. Le parquet de Paris ouvre une enquête aujourd'hui sur une éventuelle ingérence étrangère visant des candidats de la France Insoumise au municipal. Pour être très clair, qu'est-ce que c'est que cette ingérence qui a peut-être eu lieu pendant la campagne? De quoi on parle? Il y a eu un rapport qui a été publié d'ailleurs, enfin pas encore publié, mais qui est en cours par les instances de l'État qui surveillent ce qu'on appelle les ingérences étrangères, c'est-à-dire des acteurs étrangers qui sont pas français, qui interviennent dans le processus électoral. Par exemple, pour vous donner un exemple, c'est mon collègue Sébastien Delogu qui était tête de liste aux élections municipales à Marseille, et on a vu fleurir dans la ville des affiches d'une personne qui n'existe pas, qui l'accusait de violence sexuelle et de viol. C'était une personne qui n'existait pas sur un site qui n'existait pas, et avec des informations qui étaient absolument inexactes. Et certains de vos collègues journalistes ont réussi à remonter le fait qu'il y avait une officine qui était derrière cette opération, qui s'appelle le Black Corps, qui est proche des services israéliens et à qui ils ont imputé l'initiative de cette ingérence étrangère. Des services proches. L'État traîne les pieds face à des barbouzeries anti-LFI venues d'Israël. Le rapport public qui détaille l'ingérence d'une boîte israélienne contre les candidats insoumis au municipal a été caviardé et remis au tiroir, révèle le Canard. Ni les services de renseignement, ni la justice ne cherchent à enquêter sur les auteurs de cette campagne de désinformation. Le Canard enchaîné, 20 mai 2026. Comment jouer avec les mots pour construire une polémique où il n'y en a pas? Au lieu de se concentrer sur le fond, une ingérence étrangère visant des candidats français, le journaliste décide de chipoter sur la formulation, sur les mots. Et Bompard lui retourne l'argument. Donc on ne peut pas dire, pardon, mais les mots sont importants. Là, les ingérences étrangères d'Israël. Non, excusez-moi. Si demain une entreprise française fait une ingérence, vous direz, je ne confonds pas l'entreprise et l'État. Je dirais qu'elles viennent de France. Oui. Maintenant, monsieur, on joue un peu sur les mots. Là, c'est vous qui jouez avec les mots, si je peux me permettre, pour essayer de construire une polémique. Et à mon avis, il n'y en a absolument aucune. Mais c'est pas grave. Mais regardez-le qui essaye de monter une polémique claquée au sol. C'est pas des ingérences d'Israël, c'est des ingérences d'Israéliens. On vous voit, hein. Ensuite, Bompard finit ce bloc avec une phrase qui dit tout. Vous n'avez pas idée du commanditaire présumé? Par définition, personne ne peut le savoir. Et j'imagine qu'y compris si le gouvernement israélien lui-même était à l'initiative de cette opération, ils auraient pris les dispositions nécessaires pour qu'on puisse pas remonter sur eux, j'imagine. Donc voilà, ce que j'observe, c'est qu'il y a une officine, que les personnes qui sont à la tête de cette officine sont des proches de monsieur Netanyahou et des services secrets israéliens. Ça, c'est documenté par certains de vos collègues. Et ça me suffit, si vous voulez, pour imputer la responsabilité à des proches du gouvernement de monsieur Netanyahou. Et je pense que tout le monde comprendra que ce n'est pas déconnecté des prises de position qu'on a pu avoir depuis maintenant plusieurs mois pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. Puisque cette enquête, il y a une enquête et c'est une bonne chose qu'il y ait une enquête qui soit ouverte. Et j'espère qu'au-delà de cette enquête, il y aura aussi des mesures qui seront prises par le pouvoir pour protéger l'élection présidentielle à venir de ces ingérences étrangères. Parce que c'est une question importante. Vous avez raison. Quand il y a des attaques informatiques d'entreprises russes ou chinoises, ces journalistes ne prennent pas autant de gants pour attribuer ces ingérences au pays en question. Et on arrive au bouquet final. Le journaliste croit avoir trouvé un piège. Un sondage au Doxa favorable à Mélenchon.
Une réaction de Guettet qui, selon lui, contredit tout ce que LFI dit depuis des mois sur les sondages. Bompard ne se défend pas. Il attaque avec un chiffre précis. À chaque fois qu'on vous pose une question sur un plateau, et c'est mon cas depuis des mois, sur un sondage pas forcément favorable à Jean-Luc Mélenchon, vous dites que les sondages n'ont aucun sens, on ne les regarde pas, arrêtez, etc. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un sondage au Doxa qui est plutôt favorable à Jean-Luc Mélenchon, qu'il donne au coude à coude avec Édouard Philippe en 3e place de l'élection présidentielle. Et là, Clémence Guettet, votre collègue, dit ça y est, il se passe quelque chose. L'horoscope sondagé du jour est sorti. Un espoir se lève. Nous ne sommes plus condamnés à subir ou à regarder faire. Finalement, les sondages, il y a les bons et les mauvais, ça dépend des jours. Alors, vous savez quoi, je m'attendais absolument à votre question, Monsieur Fauvel. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit la même chose, c'est que les sondeurs avaient l'habitude en élection présidentielle de nous sous-estimer. Et d'ailleurs, le sondage Odoxa, puisqu'on parle de cette boîte, Odoxa, en 2022, Odoxa, la dernière fois qu'Odoxa a sondé Jean-Luc Mélenchon à 16%, vous savez quand c'était 6 jours avant le premier tour. 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Et Jean-Luc Mélenchon avait fait 22%. Donc il était annoncé à 16, il avait fait à 22. Donc là, il nous annonce à 16. Je vous dis pas que c'est le bon chiffre. Vous allez faire 30. J'espère qu'on fera plus. Et en tout cas, j'ai la même méfiance sur les sondages. Et c'est pas sur la base des sondages que je vois la dynamique de la belle campagne qui est engagée. Je donne rendez-vous à tout le monde le 7 juin. Vous l'avez déjà dit. À Saint-Denis. Et je les invite à signer sur Mélenchon2027.fr pour nous aider. On est à 2 doigts d'avoir BFM qui fait la campagne pour LFI. Et le chiffre au Doxa 2022 que Bompard sort, annoncé à 16%, fait 22% 6 jours avant le premier tour. Et en passant, qui peut croire que Philippe est devant Jean-Luc Mélenchon, hein? Conclusion, 17 minutes, 14 moments. Et à chaque fois, le même schéma. Une question supposée être un piège, une réponse avec des données, une correction factuelle. Pas d'énervement, pas de fuite, juste du fond. C'est exactement pour ça que cette interview méritait qu'on la décrypte. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez ce qui vous a le plus marqué. Et partagez, c'est le meilleur moyen de faire exister ce type de contenu. À très vite.